une introduction et je m'efface, je m'éclipse. Alors, rapidement, donc, je suis toujours Monsieur Despin, le directeur de l'ADM. Je vais laisser la parole à Luc Brunet pour ce dernier atelier de la semaine relatif au pouvoir de police du maire. Alors, thématique, non pas que les zones ne le soient pas importantes, mais en termes de saisine juridique, si on fait un pourcentage sur une année donnée, c'est vraiment la thématique qui ressort le plus souvent en termes de dossiers. Donc, qu'il y ait que ce soit lié de près ou de loin, c'est vraiment des choses, beaucoup d'endroits, dans beaucoup de domaines, dans la gestion de votre collectivité, notamment pour l'exécutif. Donc, c'est vraiment des questions récurrentes. J'en veux pour preuve, là, hier, je ne sais pas si tout le monde en a pris connaissance, on a envoyé via notre lettre de diffusion un petit rappel, une petite alerte sur le transfert automatique des pouvoirs de police spécial du maire, en l'occurrence visé par un article là, du Code général des collectivités territoriales. Date à laquelle, si votre nouveau président, à la date de l'élection de votre nouveau président de PCI à fiscalité propre, ces pouvoirs de police, en l'occurrence, que sont l'assainissement, la réglementation de la gestion des déchets ménagers, le stationnement, et également tout ce qui est résidence mobile des gens du voyage. Bref, si votre EPCI a la compétence correspondante, ils sont de facto transférés à cette EPCI. Et si le maire ne souhaite pas les transférer, il va falloir que dans les 6 mois qui suivent l'élection du président, le conseil municipal de la commune membre. Il y a effectivement, on conseille donc là, à l'heure actuelle, on n'a que la communauté de communes de Parthenay-Gâtine qui est installée, donc il y a un président de désigné. Les autres vont pas tarder d'ici à mi-juillet. Donc voilà, l'idée étant, c'est d'avoir ça à l'esprit. Je pense que Luc allait peut-être sûrement l'aborder Oui, oui, au oui, cours tout de à fait, son ça va être prévu. intervention. Je me doutais, mais voilà, vu que on avait fait ça juste hier, voilà, c'était frais. Je laisse la parole à Luc tout de suite après, juste pour vous indiquer que on est en pleine organisation des formations pour le second semestre. Là, plusieurs élus, DGS et autres agents nous demandent ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, on est en train de caler le programme d'ici jusqu'à fin décembre sur différentes thématiques, en sachant que voilà, bon, le deuxième semestre est comme d'habitude assez court avec les congés et puis les installations et les mises en œuvre de vos activités, donc ça va être dense, en sachant qu'on renouvellera sûrement des sessions si elles sont complètes, mais vraisemblablement vous aurez toutes ces informations d'ici au 10 juillet en l'occurrence. Je dis 10 juillet pas parce que c'est la fin de la loi sur l'état d'urgence, mais voilà, vraisemblablement la première semaine du mois de juillet, on vous communiquera ça au sein de chacune de vos collectivités. Merci à vous, bonne réunion, et je te laisse la parole, Luc. Merci Julien. Précision horaire, c'est 1h30 ou c'est 1 heure? Parce que selon les associations. Alors, sur le papier, c'est 1h30. Et Oui, après, bon, en fonction des échanges, mais on part effectivement sur 1h30. On est d'accord. sur une Très fin bien. de Bon, semaine. merci. Je pense que ça peut le faire. Merci. Ok, très bien. Merci. Donc, merci Julien, merci à l'Association des maires des Deux-Sèvres de cette sollicitation. Merci à Mairie 2000 également, dont nous sommes partenaires. Alors, je me présente Luc Brunet, donc je suis responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. Donc, je suis heureux d'intervenir devant vous à domicile, en quelque sorte, puisque les Deux-Sèvres, c'est mon département. J'habite à Bossé-Vitré, pour ceux qui connaissent. Donc, Satenay-Aumé, j'ai vu tout à l'heure, je suis pas très loin, parce que j'ai joué un peu au ping-pong la semaine dernière. Et donc, la SMAC, c'est une mutuelle d'assurance des collectivités locales qui est basée à Niort, qui existe depuis 1974, qui est administrée par des élus et des fonctionnaires territoriaux. Et la SMAC a créé en 1998 un observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales. Observatoire qui a été créé en partenariat avec une quinzaine d'associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux, dont Mairie 2000. Et donc, c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui devant vous. Alors, le but de cette intervention, ce n'est pas évidemment de vous faire peur et de vous pousser à la démission alors que vous êtes tout juste à peine installé. Ça serait malvenu de notre part. Non, le but de cette intervention, c'est de vous donner des clés de lecture
parce qu'effectivement, l'exercice de votre pouvoir de police, c'est une prérogative qui est importante. Comme l'a dit Julien, c'est source de nombreuses questions de votre part. Et ce pouvoir de police, il s'exerce effectivement dans un cadre et dans un contexte juridique qu'il convient de connaître. Et on va voir qu'effectivement, il y a pas mal de subtilités. Vous savez, les juristes, nous, on aime couper les cheveux en quatre, espace de commentaires. Et effectivement, il y a souvent un certain nombre de distinctions qui s'appliquent. Et on va le voir que parfois, selon les cas, vous devrez ou non appliquer telle ou telle procédure. Donc, ce que je vous propose, plutôt que de garder une salve de questions pour la fin, c'est que le diaporama est décomposé en plusieurs parties. Et donc, je vous donnerai la parole en fin de chaque partie pour que vous puissiez vous poser vos questions au fur et à mesure. Puis vous avez le chat également sur lequel vous pouvez vous poser vos questions. Alors, c'est parti. Donc, le pouvoir de police. On va voir la première distinction qui s'applique. C'est la distinction entre, d'un côté, ce qui concerne vos pouvoirs de police administratifs et de l'autre, le pouvoir de police judiciaire. Alors, la police administrative, c'est chaque fois que vous êtes dans une démarche de prévention. Quand vous êtes dans une démarche de prévention et que vous prenez un arrêté de police pour prévenir, par exemple, un accident, vous êtes dans le cadre de votre pouvoir de police administrative. Et cette police administrative, elle a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Si jamais il y a un contentieux relatif à un arrêté de police que vous avez pris dans le cadre de votre police administrative, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes, c'est-à-dire tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État. Ce n'est pas un procès qu'on fait à vous, personnellement, c'est un procès à l'acte que vous avez pris. Par exemple, votre arrêté de police. Pour vous donner un exemple, en ce moment, vous savez, dans le cadre de la crise sanitaire, effectivement, vous avez des maires qui ont pris des arrêtés, par exemple imposant des couvre-feux, d'autres qui ont imposé le port du masque, etc. Tous ces arrêtés-là peuvent faire l'objet, effectivement, d'un contentieux, voire d'un référé liberté, c'est-à-dire qu'on va demander en urgence au juge des référés de suspendre l'arrêté si on estime qu'il est illégal. Mais encore une fois, ici, ce n'est pas un procès que l'on fait à vous personnellement, d'accord? C'est un procès à l'acte que vous avez pris. La police judiciaire, elle, vous n'êtes plus dans une finalité de prévention, mais là, vous êtes dans une finalité de répression. Donc, chaque fois que vous êtes dans une finalité de répression, eh bien là, pour le coup, c'est une prérogative de police judiciaire qui sont exercées sous la direction du procureur de la République. Et si jamais il y a un contentieux, ce n'est plus ici les juridictions administratives qui sont compétentes, mais ce sont les juridictions judiciaires, donc tribunal judiciaire, cour d'appel et après cour de cassation. Alors pour vous donner un exemple, il y a eu le tribunal des conflits en juin 1999, qui est une petite affaire. C'était un policier municipal qui était en train de verbaliser un contrevenant, le ton est monté, le contrevenant a injurié le policier municipal et le policier municipal, en réplique, a utilisé son talkie-walkie pour taper sur la tête du contrevenant. Bon, pas bien. Ici, le tribunal des conflits a été saisi parce qu'il fallait savoir au niveau de quelle juridiction était compétente. Est-ce que c'était le juge administratif ou est-ce que c'était le juge judiciaire? Et le tribunal des conflits a tranché en faveur du juge judiciaire. Pourquoi? Parce que le policier municipal, il était en train de verbaliser, donc il était bien dans une prérogative de police judiciaire et non pas une prérogative de police administrative, auquel cas ça aurait été la compétence des juridictions administratives. Alors la police judiciaire. Votre police judiciaire, donc vous êtes des officiers de police judiciaire. Le maire et les adjoints sont automatiquement, et les adjoints, même s'ils n'ont pas de délégation, sont automatiquement officiers de police judiciaire. Il faut savoir que tous les gendarmes et tous les policiers ne sont pas des officiers de police judiciaire. Il faut passer un concours avec des épreuves, notamment des épreuves de droit, qui est extrêmement difficile à obtenir. Et tous les
il y en a qui s'y essayent plusieurs fois et qui n'y arrivent pas. Vous, du seul fait de votre élection, vous êtes officier de police judiciaire. Donc, pas besoin de diplôme, rien, non, mais c'est votre élection qui vous donne la qualité d'officier de police judiciaire, que ce soit le maire ou les adjoints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être officier de police judiciaire? Ah oui, petit point que j'ai oublié de vous préciser. Vous voyez ici, là en bas, vous avez des textes qui vous sont proposés. Donc, le support de présentation qui vous a été remis ou qui vous sera remis, une fois que vous l'aurez, vous pourrez aller cliquer sur les liens pour avoir accès au texte en question. Donc, je vous disais, donc, être officier de police judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire? En théorie, ça veut dire notamment, qu'est-ce que c'est un officier de police judiciaire? C'est quelqu'un qui peut dresser procès-verbal, qui peut enregistrer des plaintes, qui peut courir après les voleurs, les arrêter et les remettre à la justice pour qu'ils soient jugés. En gros, c'est ça, être officier de police judiciaire. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus délicat d'exercer vos prérogatives de police judiciaire. Parce qu'on l'a vu, vous n'avez pas été formé à l'exercice de ce pouvoir judiciaire. La rédaction d'un procès-verbal, c'est soumis à un certain nombre de règles de procédure à respecter que vous ne maîtrisez pas nécessairement. Et en plus, physiquement, vous pouvez vous exposer. Pour vous donner un exemple, c'était le maire d'une commune du Jura ou du Doubs, je ne sais plus, maire d'une commune rurale. Il avait pris un arrêté interdisant la circulation des véhicules d'un certain tonnage sur une voie en cours de réfection. Donc c'est classique. Vous avez sur votre commune une voie en cours de réfection, il y a des travaux, et donc vous prenez un arrêté interdisant la circulation des poids lourds sur cette portion de voie. Et un jour, il constate qu'un camion roule en infraction à l'arrêté qu'il a pris. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, le maire, lui, décide de mettre son véhicule en travers et d'intercepter le véhicule, en se souvenant qu'il était officier de police judiciaire. Miracle, le camion s'est arrêté. On dit miracle, mettez-vous à la place du chauffeur du camion. Mettez-vous à la place du chauffeur du camion qui voit un véhicule civil en travers de la route. Ça peut interpeller. Ça peut interpeller. Donc, le chauffeur s'arrête, le maire sort de son véhicule, va voir le chauffeur en lui expliquant qu'il est maire de la commune et qu'en d'officier judiciaire, il va verbaliser. Sauf que le chauffeur, il est allemand, français, se demande ce que lui veut cet individu en civil, panique et sort une batte de baseball. Et commence à taper sur le maire. Le maire ne doit son salut qu'à l'intervention d'un voisin qui, entre-temps, a pu appeler les gendarmes. Alors, j'ai vu que l'un de vous a répondu à la question « Qu'est-ce que je fais dans cette situation? J'appelle les gendarmes ». C'est effectivement une meilleure option que celle qu'a retenue le maire ici. Vous voyez bien que vous risquez de vous exposer physiquement dans ce type de situation, et puis ça peut être même dangereux pour les usagers de la route. Alors, effectivement, si vous vous retrouvez dans ce type de situation, ne faites surtout pas comme ce maire et essayez d'intercepter vous-même le véhicule. Ce que vous pouvez faire, par contre, dans ce type de situation, c'est relever le maximum d'éléments de fait, notamment la plaque d'immatriculation du véhicule, le type de véhicule, voilà, prendre les plaques, comme dit Éric Chevalier, c'est ça, relever le maximum d'éléments, parce que pour certaines infractions, il est possible de dresser ce qu'on appelle un procès-verbal à la volée sans interception du véhicule, d'accord? Et puis comme vous ne savez pas comment il faut rédiger le procès-verbal, après vous vous rendez à la brigade de gendarmerie, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en zone gendarmerie, et puis vous faites aider à la rédaction éventuellement du procès-verbal à la volée si les conditions pour ce procès-verbal sont réunies ou pas. Mais surtout, n'intervenez pas vous-même directement, effectivement, parce que vous risquez de vous placer en danger et vous exposer. Un autre exemple, c'était un maire d'une commune rurale qui avait pris un arrêté
interdisant sur les chemins ruraux, sur des portions de chemins ruraux, les véhicules d'un certain tonnage. Et un jour, il avait constaté qu'il y avait un agriculteur qui roulait avec ses engins agricoles sur le chemin, et pareil, il avait voulu le verbaliser. Et l'agriculteur, pour sa défense, disait « Ah ouais, mais il était en short et en polo, et puis il voulait noter l'infraction sur un cahier d'écolier. » Alors, une question qui a été posée, est-ce que vous devez avoir votre écharpe de mer lorsque vous verbalisez? Non, non. L'écharpe de mer, elle n'est pas obligatoire, hein. La qualité d'officier de police judiciaire, elle est inhérente à votre qualité de maire sans que vous ayez besoin d'avoir tout le temps sur vous votre écharpe de mer. Alors, il faut savoir qu'il y a même un uniforme de maire qui existe, un décret de 1852, alors qui est tombé en désuétude, mais qui est toujours en vigueur, et qui prévoit une tenue officielle du maire. Alors, mesdames, désolé, mais ce n'était pas prévu à l'époque qu'une femme puisse être élue maire, hein, donc il n'y a pas la tenue adéquate pour vous. Mais rassurez-vous, y compris pour vos collègues masculins, la tenue, je ne suis pas sûr qu'ainsi accoutrée, vous aurez aujourd'hui plus de succès pour intercepter les contrevenants. Vous avez notamment un chapeau à plumes noires. Alors, on retrouve évidemment l'écharpe tricolore. Il y a aussi une épée qui est prévue, une épée argentée. Bon, petite anecdote cocasse pour dire que ce décret est toujours en vigueur. Il est tombé en désuétude. Alors, par contre, vous avez la loi du 27 décembre 2019, donc qui est récente, la loi engagement et proximité, qui a prévu, qui a intégré dans le Code général des collectivités territoriales un nouvel article. Alors, vous voyez que les numéros d'articles sont assez barbares, hein. C'est l'article L 2122-34-1 du Code général des collectivités territoriales. Et qui prévoit quoi? Qui prévoit la remise d'une carte d'identité tricolore aux maires et aux adjoints pour pouvoir attester de leurs fonctions. Donc ça, c'est une nouveauté. Je sais qu'il y a eu du retard à l'allumage. Alors Julien, je ne sais pas ce qu'il en est dans les Deux-Sèvres. Je crois savoir que, à mon avis, dans tous les départements, ça n'a pas encore été remis. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Peut-être pas encore. Toujours est-il que vous n'avez pas besoin de cette carte pour pouvoir exercer pleinement l'exercice de vos fonctions. Est-ce que mais vous devrez… Il y a un mail en même temps, je n'ai pas entendu de quoi tu parlais. Je suis vraiment désolé. Tu parlais de quoi dans les Deux-Sèvres? Non, je voulais savoir si la carte d'identité tricolore avait été remise dans les Deux-Sèvres, parce que je sais que dans beaucoup de départements, il y a eu retard d'image. Ouais, non, alors du coup, là, en plus, la particularité, tu en parles. L'association des maires là, des Deux-Sèvres, en l'occurrence, on a décidé là, avec le conseil d'administration en début d'année d'offrir à l'ensemble des maires cette carte d'identité et la possibilité pour les adjoints et les maires délégués de la commander auprès de nos services. Là, c'est en cours. Et on a un petit qui effectivement attendent des consignes au niveau du ministère pour valider tel ou tel format. Donc voilà, c'est un stand-by, mais ça va arriver. J'espère, donc là, avant l'été, ça m'étonnerait fortement, mais d'ici au début du deuxième semestre, l'ensemble des maires auront effectivement cette carte. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui était un élu qui est allé chercher le coût de la tenue officielle, 3 790 €. Effectivement, ça fait un peu cher, hein. Il vaut mieux la carte de maire que le costume, mais je ne suis pas sûr qu'ainsi accoutré, vous auriez plus de succès pour intercepter les contrevenants. Alors, l'article impose au préfet et au procureur de la République de recevoir, après le renouvellement général des conseils municipaux, les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'État comme officier de police judiciaire et officier de l'État civil. Donc là aussi, bon, alors avec le confinement, je ne sais pas comment ça va s'articuler, mais il est possible effectivement qu'il y ait des réunions qui soient organisées avec la préfecture, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Alors, ce qui peut être très intéressant, bon, parce que forcément, vous allez voir que la problématique, la principale problématique que vous aurez en tant que maire, c'est le procès-verbal. C'est ça la principale problématique que vous avez. Et parce que souvent, on va le voir, les procédures ne peuvent être déclenchées que pour autant qu'il y ait eu un procès-verbal qui a été dressé. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un procès-verbal, c'est quand même quelque chose qui est soumis à des règles de procédure assez strictes,
que vous ne maîtrisez pas. Ça s'apprend, la rédaction d'un procès verbal. Donc, et les forces de l'ordre, gendarmerie, ne se déplacent pas non plus systématiquement. Et donc, c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une police municipale ou un garde champêtre. Alors, pour une commune rurale, c'est très compliqué, évidemment, parce que financièrement, ça a un coût. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau intercommunalité, vous avez des possibilités. Hein, et la loi engagement et proximité a élargi effectivement les possibilités pour les EPCI de recruter des policiers municipaux ou des gardes champêtres pour les mettre à disposition des communes membres. Donc là, vous avez effectivement des nouvelles possibilités. Et un point à savoir, c'est que même des communes qui ne font pas partie du même EPCI, de la même communauté de communes, par exemple, vous pouvez décider de vous regrouper entre vous pour décider de recruter, par exemple, un garde champêtre, un ou plusieurs gardes champêtres, pour les mettre à disposition des communes membres, même si elles ne sont pas, encore une fois, ne font pas partie de la même communauté de communes. Donc là, une disposition à savoir. Donc ça a été intégré dans le Code de la sécurité intérieure par la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019. Vous avez en tant que maire une prérogative en termes de prévention de la délinquance. Alors, le maire anime sur le territoire de la commune la politique de prévention de la délinquance et il coordonne la mise en œuvre. Alors, dans les communes de plus de 10 000 habitants, je ne pense pas qu'il y en ait ici. Et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible, le maire ou son représentant désigne ce qu'on appelle un CLSPD, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors par contre, dans vos communes rurales, ce qui peut éventuellement vous intéresser, c'est qu'il existe ce qu'on appelle un dispositif de participation citoyenne qui a été instauré par une circulaire du 2 juin 2011. Et vous avez une circulaire du 30 avril 2019 là, qui vous réexplique comment ça fonctionne. Alors, en fait, c'est mobiliser les citoyens. Alors, les citoyens qui se portent volontaires pour participer à ce dispositif, attention, ils ne disposent d'aucune prérogative de puissance publique. Hein, c'est simplement un peu sur le modèle de voisins vigilants, ils sont là pour signaler les faits aux autorités hein, et non pas pour eux-mêmes intercepter les éventuels fauteurs de troubles. Alors, tout ceci dispositif est encadré et c'est très bien expliqué dans la circulaire. Donc, si vous voulez des détails sur ce dispositif, vous pourrez aller voir la circulaire en question. Alors, en tant que maire, vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent ou qui doivent, selon les cas, vous être délivrées. Tout d'abord, le procureur de la République peut porter à votre connaissance, comme du président de l'EPCI, toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication lui paraît nécessaire à l'exercice de vos fonctions. Donc, il n'est pas à exclure qu'au cours de votre mandat, le procureur de la République prenne attache avec vous pour vous délivrer un certain nombre d'informations. C'est possible. Là, c'est à son initiative, d'accord ? S'il estime que ces informations sont nécessaires à l'exercice de vos fonctions, notamment pour la prévention de la délinquance. Évidemment, il peut s'agir d'informations confidentielles et vous êtes tenu au secret professionnel pour ces informations-là. Le maire, en tant que maire, vous devez être informé. Là, ce n'est plus une faculté, c'est une obligation. Vous devez être informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commis sur le territoire de la commune. Vous ne devez pas apprendre par la Nouvelle République ou par le Courrier de l'Ouest qu'il y a une infraction qui a été commise sur votre territoire de votre commune. Vous devez avoir une information privilégiée par, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en zone gendarmerie, donc par le commandant de brigade. Alors, il ne s'agit pas d'être informé de tout type d'infraction, hein. Il ne s'agit pas d'être informé des excès de vitesse qui sont commis sur votre commune. C'est des infractions d'une certaine gravité qui causent un trouble à l'ordre public. Donc, ce qui peut être intéressant, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de prendre contact avec le commandant de gendarmerie pour vous présenter en disant, voilà, je suis nouvel élu, et puis engager le mandat sur de bonnes bases par rapport à ça pour que les circuits soient bien huilés tout au long de votre mandat. Le maire doit être informé par le procureur de la République, donc là aussi, c'est une obligation pour le procureur de la République,
des jugements définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'article 40 du Code de procédure pénale, il vous fait obligation, ainsi qu'aux agents publics, aux fonctionnaires aussi, de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont vous avez connaissance dans l'exercice de vos fonctions. Donc c'est une obligation qui pèse sur vous. Obligation qui n'est pas pénalement sanctionnée, qui n'est pas sanctionnée, mais c'est une obligation qui est prévue par les textes. Vous avez l'obligation de signaler les crimes et les délits dont vous avez connaissance dans l'exercice de vos fonctions. Dès lors que vous avez signalé, eh bien, le procureur de la République doit vous tenir informé des suites qui vont être données. S'il y a eu un jugement, les jugements, est-ce qu'il y a eu condamnation, est-ce qu'il y a eu relax? Donc là, ça fait partie des informations qui vous sont dues. Et depuis la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, vous devez être également informé, vous êtes informé à votre demande, donc là c'est à vous de faire la demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de la commune par les agents de police municipale. Donc là, ça concerne uniquement les communes ou les EPCI qui ont des agents de police municipale et ils ont dressé procès-verbal. Et bien à ce moment-là, le maire, il est en droit d'aller voir, d'interroger le procureur de la République pour connaître les suites qui ont été données au procès-verbal qui a été dressé. Alors, nous allons voir que vous disposez de prérogatives qui sont relativement importantes. Et on va monter dans les échelles. Tantôt, ça va être des prérogatives qui s'apparentent à ceux que détiennent le procureur de la République. D'autres vont jusqu'à vous donner des prérogatives qui s'apparentent à celles d'un juge. Ça peut paraître étonnant, mais vous allez voir que vous disposez effectivement de certaines prérogatives assez importantes. Alors là, l'une des prérogatives dont vous disposez, c'est ce qu'on appelle le rappel à l'ordre, qui est prévu par l'article L132-7 du Code de la sécurité intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que le rappel à l'ordre? Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, le maire ou son représentant peut procéder verbalement, donc j'insiste sur le verbalement, en l'endroit de leur auteur, au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publique. Le cas échéant, le convoquant en mairie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est, vous avez le droit de gronder. Vous avez le droit de gronder et de formaliser, en fait, cet acte en convoquant une personne en mairie. Notamment, ça va être pour le cas d'incivilité qui commence à agacer. Pour vous donner un exemple, l'autre jour, je regardais un reportage, c'était sur un garde champêtre. Et donc, il se déplaçait parce que un administré leur avait été signalé qu'il n'arrêtait pas de cracher sur les voitures. Bon, rien de grave en soi, mais pour autant, ça peut vite dégénérer ce type de comportement. Donc là, c'est l'exemple typique où vous pouvez convoquer l'intéressé en mairie pour lui dire « maintenant, ça suffit ». Alors, le « maintenant, ça suffit », il se fait à l'oral, d'accord, c'est verbalement. Par contre, rien ne vous interdit de convoquer la personne par écrit. Convoquer la personne par écrit en citant l'article L132-7 du Code de la sécurité intérieure, dès lors que le rappel à l'ordre que vous ferez, lui, se fera de manière orale. Et s'il s'agit d'un mineur, vous devrez le faire en présence de ses parents et de ses représentants légaux. Alors, pour vous engager dans ce dispositif, il est conseillé de signer préalablement une convention avec le procureur de la République. Alors, je sais pas si... Je sais que dans certains si c'est le cas dans les Deux-Sèvres, mais certains départements ont signé, effectivement, c'est au niveau départemental que ces conventions ont été signées. Pour avoir discuté avec certains maires qui ont mis en œuvre ce rappel à l'ordre, ils en sont relativement contents parce que ça permet tout de suite de mettre
holà à certaines situations qui, si on n'intervient pas tout de suite, peuvent vite dégénérer. Et ça permet d'apporter effectivement une réponse assez rapide. On monte dans l'échelle. On monte dans l'échelle. Alors, si le rappel à l'ordre ne fonctionne pas, après, ben, on retrouve la procédure normale classique, hein, c'est-à-dire que là, il faut dresser procès-verbal et puis après porter plainte. Hein. Là, l'avantage du rappel à l'ordre, c'est que ça se fait de manière assez informelle et que ça peut déjà apporter une réponse et remettre dans le droit chemin, si vous me permettez l'expression, certaines personnes. Maintenant, si ça n'aboutit pas, après, ben, il faut passer effectivement au dépôt de plainte et la procédure suit son cours. La transaction. La transaction, là, c'est un pouvoir qui s'apparente carrément à un pouvoir qui, en principe, appartient au juge. Parce qu'on va voir que vous allez pouvoir, pas prononcer, mais proposer une peine. On est dans un cadre transactionnel. Donc, ça suppose qu'il y ait un accord de la part du contrevenant. Alors, ça concerne pas toutes les infractions, non. Ça concerne uniquement les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens. Alors, au titre de l'un de ses biens, donc ça veut dire que c'est la collectivité qui a été victime et non pas, par exemple, un administré. Si c'est des dégradations qui ont été commises sur le bien d'un administré, vous ne disposez pas de ce pouvoir de transaction. Par contre, vous pouvez suggérer au procureur de la République d'engager une transaction, mais ce n'est pas vous qui aurez le pouvoir de la faire. Par contre, donc il faut que ce soit un bien qui appartienne à la commune et il faut que ce soit une contravention. Si c'est un délit, ça ne fonctionne pas. Par exemple, un tag sur un bâtiment public, c'est un délit. Et donc, on n'est pas dans le champ de la transaction, parce que la transaction, ça ne peut concerner que les contraventions. Donc, ça va être, par exemple, des dégradations légères sur des mobiliers urbains. Ça rentre dans ce domaine-là. Donc, dans ce cas-là, le maire peut proposer au contrevenant une transaction qui consiste en la réparation de ce préjudice ou en l'exécution au profit de la commune d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de 30 heures. Donc, de deux choses l'une, le contrevenant accepte et s'exécute, mais à ce moment-là, c'est terminé et très bien. Deuxième option, le contrevenant refuse ou le contrevenant accepte, mais il n'exécute pas la peine qu'il avait acceptée. Et à ce moment-là, ben, c'est la procédure pénale qui suit son cours classique. D'accord ? Alors, la transaction doit être acceptée. On est dans un processus transactionnel, hein, donc ça suppose l'accord du contrevenant. Et vous devrez transmettre, effectivement, la transaction au procureur de la République pour qu'il y ait homologation, soit par le procureur de la République s'il s'agit d'une somme pour réparer le préjudice, soit par le juge s'il s'agit d'un travail d'intérêt général. Alors tout ça, c'est très bien décrit hein, dans l'article. On n'a pas le temps de développer, mais si vous voulez plus de détails sur cette procédure, vous aurez juste à cliquer sur le lien de l'article 44.1 du Code de procédure pénale qui détaille la procédure. Et là aussi, pour avoir discuté avec des maires qui l'ont mise en œuvre, ils en sont contents parce que ça permet d'apporter une réponse rapide à des situations de petite délinquance. Enfin, délinquance entre guillemets, parce que là, on parle de contravention. Alors, on a vu, il y a des procédures à respecter. On est bien d'accord que des fois, une bonne paire de claques, ça remet les idées en place. Et toutes ces procédures, ben, c'est un peu long, etc. Oui, c'est un peu long, mais ces procédures, elles vous protègent. Elles vous protègent physiquement, parce qu'on va voir que dans certaines situations, malheureusement, vous pouvez vous retrouver en danger physiquement. Elles vous protègent aussi juridiquement, parce que la paire de claques, ça peut se retourner contre vous. L'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 10 octobre 2012
Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une affaire qui avait, qui avait été un peu médiatisée. C'était le maire de Coulsor dans le Nord qui avait réprimandé un adolescent parce qu'il escaladait une clôture pour aller récupérer un ballon, une clôture communale, et il l'avait endommagé. Et l'adolescent, mécontent d'avoir été réprimandé devant ses copains, avait copieusement injuré le maire. Et le maire de Guerlas avait giflé l'adolescent. Et donc, l'adolescent, loin de redescendre de ton, il avait redoublé de violence verbale, il avait menacé le maire, et il était reparti chez lui pour aller chercher un couteau, et il est revenu sur place. Heureusement, entre-temps, le maire était parti. Donc, quand je vous disais que physiquement, vous pouvez vous exposer dans ce type de situation, si l'adolescent avait eu le couteau sur lui, on ne sait pas malheureusement comment ça aurait pu tourner. Toujours est-il que le père de l'enfant, le père de l'adolescent apprenant cela, plutôt que de réprimander son fils, porte plainte contre le maire pour violence volontaire. En première instance, le maire avait été condamné. Il avait été dispensé de peine, mais il avait été condamné, c'est-à-dire que sur le plan de la culpabilité, sa culpabilité avait été retenue. La cour d'appel de Douai l'a relaxé. Le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait de l'espèce, était justifié en ce qu'il s'est avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l'atteinte inacceptable portée à l'autorité de sa fonction. Ce qui a été jugé ici à Douai aurait pu être jugé différemment à Poitiers. Hein, on est bien d'accord, donc ça ne fait pas jurisprudence. Donc attention, j'ai bien conscience que parfois, effectivement, hein, la moutarde nous monte au nez et on peut avoir tendance à réagir ainsi. Vous pouvez vous exposer physiquement, mais vous pouvez aussi vous exposer juridiquement. Condamnation d'un maire pour violence en réunion avec préméditation sur personne vulnérable, suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours et destruction de biens d'autrui. Ça, c'est l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2007. Quand on voit la prévention, violence en réunion avec préméditation sur personne vulnérable suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours et destruction de biens appartenant à autrui. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette commune? Alors, c'est une commune de bretonne, maire nouvelle élue. À peine installé dans son fauteuil de maire, tout content, vous avez une délégation d'agriculteurs qui vient le voir et qui lui dit « Félicitations, bravo, n'oublie pas qui c'est qui t'a élu ». Alors, déjà, quand vous entendez cette phrase, attention, danger. N'oublie pas qui c'est qui t'a élu. Un clignotant doit s'allumer. Et donc là, les agriculteurs en question disent au maire « Félicitations, bravo, n'oublie pas qui c'est qui t'a élu. Ton prédécesseur, il ne faisait rien. On compte sur toi pour agir. Tu sais que l'autre, pour rester poli, en kikineur, a placé un poteau en limite de propriété sur le chemin rural. On ne peut plus passer avec nos engins agricoles. Il faut que tu fasses quelque chose. » Le maire, il est embêté. Il connaît le tempérament de ceux qui viennent le voir, mais il connaît aussi le tempérament de l'administré en question. Et il est prudent. Donc, il convoque huissier de justice, gendarmes, presse, et les agriculteurs donc, viennent avec les tronçonneuses, et toute cette délégation se déplace sur place, sur les lieux. Le but étant d'abattre le poteau pour libérer la circulation sur le chemin rural. Et donc, pour abattre le poteau, le problème, c'est qu'il y a un petit détail, c'est que l'administré s'est cramponné au poteau et ne veut pas qu'on abatte son poteau. Donc, ce que font des agriculteurs pour pouvoir abattre le poteau litigieux en question, eh bien, ils déplacent mani militari l'administré, les tronçonneuses rentrent en action, on abat le poteau. Puis, on avait prévu les choses de façon à ce que ce soit le plus agréable possible. On avait prévu un petit pot de l'amitié en fin de manifestation. Pot de l'amitié auquel tout le monde participe, sauf notre administré qui a fait un malaise. Donc, le médecin arrive, ouf,
plus peur que de mal, rien de grave. Tout le monde rentre chez soi, sauf qu'une semaine plus tard, l'administré va voir son médecin traitant et lui dit ça fait une semaine que je dors plus, je rêve qu'on m'attache au poteau, qu'on me tronçonne, qu'on me coupe en morceaux avec les tronçonneuses. Bon, je caricature. Tout ça pour dire qu'il fait des insomnies, qu'il ne dort plus. Et donc son médecin traitant, sur la base de ces déclarations, prescrit à l'administré en question une incapacité temporaire de travail. J'ai oublié de préciser que l'administré en question avait plus de 70 ans. Et sur la base de ce certificat médical, l'administré porte plainte pour violence en réunion avec préméditation sur personne vulnérable, suivie d'une incapacité supérieure au jour et destruction de biens appartenant à autrui. Et le maire est poursuivi et le maire est condamné. Il se devait, en sa qualité d'officier de police judiciaire, donc vous voyez que là, la qualité d'officier de police judiciaire, elle compte plus pour du beurre, sous les yeux duquel se commettaient en flagrance les délits de violence volontaire et destruction de biens appartenant à autrui, de mettre un terme aux infractions dont il était témoin. On est bien d'accord, ce n'est pas le maire qui a déplacé l'administré. Ce n'est pas le maire qui a pris la tronçonneuse et qui allait couper le poteau. Non, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir laissé faire. D'avoir laissé faire. Et c'est à ce titre-là qu'il a été condamné, en sa qualité d'officier de police judiciaire. Dernier exemple, c'est un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers, 19 août 2004. C'était une commune de la Vienne, où il y avait eu des dégradations qui avaient été commises sur du mobilier urbain, sur des vitrines de commerçants. Et donc, vous aviez un comité de vigilance qui s'était constitué sur la commune. Comité de vigilance qui avait pour objectif d'identifier et d'appréhender les auteurs. Alors, les fauteurs de troubles ont fini par être identifiés. Ils ont été appréhendés. Sauf que, avant de les remettre aux forces de l'ordre, on les a amenés à l'écart dans un hangar et on leur a fait passer un mauvais quart d'heure. Alors, les fauteurs de troubles, ils ont été poursuivis et condamnés pour les dégradations qu'ils ont commises. Mais les élus et les commerçants qui ont participé au comité de vigilance, ils sont condamnés non pas pour des dégradations, mais pour séquestration illégale et pour violence volontaire avec préméditation. L'accroissement du nombre des atteintes aux biens est regrettable, mais on ne peut en aucun cas justifier la commission d'atteintes aux personnes et de délits aussi graves que la séquestration et les violences avec préméditation. Donc, encore une fois, le cadre légal, il est contraignant, mais il est protecteur. Si vous ne le respectez pas, vous risquez de vous exposer physiquement et vous risquez de vous exposer également juridiquement. Alors, vous avez dans vos prérogatives une procédure nouvelle qui est intéressante, qui a été instaurée par la loi d'engagement et proximité. C'est la possibilité de prononcer une amende administrative, amende qui peut aller jusqu'à 500 €. Alors, ça ne recouvre pas toutes les situations. On va voir dans quelle situation vous pouvez utiliser cette procédure. Mais c'est une procédure qui est nouvelle et qui peut être relativement intéressante. Donc, le maire pourra prononcer une amende administrative d'un montant maximal de 500 € pour tout manquement à un arrêté. Donc là, ça suppose que vous ayez pris un arrêté du maire, que vous ayez pris un arrêté, et que la violation de cet arrêté présente un risque pour la sécurité des personnes, et ayant un caractère répétitif ou continu. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs critères. Il faut que ce soit un arrêté que vous ayez pris, et dont la violation présente un risque pour la sécurité des personnes, et d'autre part, il ne faut pas que ce soit la première fois. Il faut que ce soit inscrit dans la durée, qui ait un caractère répétitif ou continu. Et ça concerne certains domaines uniquement. Quels sont les domaines pour lesquels cette procédure d'amende administrative est prévue? Donc, elle a été intégrée dans l'article L2212-2-1 du CGCT. En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public. Donc là, effectivement, il y a bien un problème de sécurité parce qu'un propriétaire qui n'entretient pas sa haie et que ça déborde sur la voie publique, ça peut causer des problèmes de sécurité.
D'autre part, ça peut être la violation d'un arrêté qui a pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public en y installant ou en laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance. Donc là aussi, ça peut effectivement avoir des conséquences sur la sécurité. Là, c'est tout ce qui concerne les occupations du domaine public qui ne sont pas autorisées ou dont l'autorisation n'a pas été respectée. Dernier cas, le cas du non-respect d'un arrêté des restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune. Dans tous ces cas-là, on va le voir que vous avez effectivement la possibilité de prononcer une amende jusqu'à 500 € d'amende. Mais vous pouvez également, outre l'amende, après mise en demeure de l'intéressé, faire exécuter d'office les travaux que vous avez prescrits. Si l'administré n'a pas obtempéré, vous avez la possibilité, après mise en demeure restée infructueuse, de faire exécuter d'office les travaux aux frais du propriétaire. Donc là, voilà la procédure. Donc, première étape, on retrouve toujours, hein, c'est pour ça que vous risquez d'être bloqué, c'est ça. Tout d'abord, il faut un PV, un procès verbal qui soit dressé. Donc ça, c'est la première étape. Il faut un procès verbal. Et attention, la procédure doit être engagée dans le délai maximum d'1 an à compter du jour où le premier manquement a été commis. Donc, vous avez 1 an pour agir. Donc, première étape, un procès verbal. Le procès verbal est dressé. À ce moment-là, vous notifiez par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés et les mesures qu'il doit prendre. Et l'intéressé a 10 jours pour présenter des observations écrites ou orales, et il peut être assisté d'un avocat ou d'un mandataire de son choix. Donc ça, 1, PV, 2, vous notifiez par écrit à la personne un délai de 10 jours. À l'expiration de ce délai, si la personne ne s'est pas exécutée, le maire, vous mettez en demeure l'intéressé de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de 10 jours. Et ce n'est qu'à l'issue de ce second délai de 10 jours, si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté, que vous pouvez prononcer une amende. Donc, ça veut dire qu'on a 1 PV, 2, premier délai de 10 jours, 2, deuxième délai de 10 jours. Donc, au bout de 20 jours, à ce moment-là, vous pourrez prononcer l'amende administrative, dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. L'amende est recouvrée au bénéfice de la commune et peut être contestée devant les juridictions administratives. Donc là, tout ceci, là aussi, c'est défini, la procédure est définie ici dans l'article L2212-2-1 du CGCT. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions? J'en avais une, je l'ai mis en chat. Le manquement commis ou connu? Parce que si vous n'avez pas connaissance, c'est difficile de respecter les 10 jours. Les 10 jours? Non, Vous avez dit manquement commis. Non, non, là, c'est pas pour le délai de 10 jours. Ça, c'est pour le délai de prescription de 1 an. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus engager cette procédure si ça fait plus d'1 an que les faits ont été commis. mais pour cela, il faut qu'il soit connu ou constaté. Oui, c'est ça. Merci. Après, oui, ce que vous voulez dire, c'est que si vous ne saviez pas oui. Mais si on suit le texte de loi, on parle de commission. Donc, on ne parle pas de connaissance des faits. Oui, mais généralement, si on applique le texte à la lettre, si vous avez pris connaissance de plus d'1 an après que les faits ont été commis, effectivement, a priori, vous ne serez plus dans les clous pour pouvoir engager cette procédure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais mis en chat quelques parenthèses, mais je suis premier adjoint au maire et militaire de réserve. Si j'arrive sur une infraction, que je la constate et que je suis en tenue militaire, est-ce que je peux intervenir en tant qu'OPJ ou pas? Vous ne pouvez intervenir
qu'en qualité de votre qualité d'adjoint. Et non pas c'est votre qualité d'adjoint qui vous donne le titre d'officier de police judiciaire. Mais je suis Donc, en tenue militaire. oui, mais vous êtes en tenue militaire, mais votre tenue militaire, votre fonction d'adjoint, que vous soyez ou non en tenue militaire, ça ne change rien. Parce que vous avez la qualité d'adjoint. Vous avez la qualité d'adjoint, et en cette qualité, vous êtes officier de police judiciaire. D'accord. Pour éviter la confusion entre le civil et la partie militaire. Je voulais être sûr. Merci. Je vous en prie. Alors, le montant, il est fixé par... C'est vous qui décidez le montant de la... la procédure d'amende administrative. Est-ce qu'on continue? Oui. La distinction pouvoir de police général, pouvoir de police spécial. Donc là, on est dans le cadre de la police administrative. On est sorti du cadre de la police judiciaire. Et effectivement, on va voir qu'il y a d'autres distinctions qui s'appliquent. Donc, vous avez des pouvoirs de ce qu'on appelle la police générale, le pouvoir de police générale, qui est fixé, le pouvoir de police générale, il est fixé à l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. C'est un texte assez important, je vous invite à le lire, parce que vous verrez qu'il est déjà assez imposant, et puis il vous donne déjà une bonne idée du champ de vos prérogatives et, par derrière elle, de vos responsabilités. Et il y a une longue liste, effectivement, dans laquelle le maire peut intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police, de son pouvoir de police général. Et la liste commence par l'adverbe notamment, ça veut dire que toute la liste, elle est illustrative, elle n'est pas limitative. Vous devez, à ce titre, lutter contre les fléaux et calamités, notamment vous devez lutter aussi contre les animaux malfaisants et féroces. Alors, les animaux malfaisants et féroces, à une époque, on pensait aux loups. Dans les Deux-Sèvres, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore là, mais vous avez par exemple des agriculteurs, une commune qui a été condamnée parce que vous aviez des pigeons qui partaient du clocher de l'église pour aller manger les graines dans le champ de tournesol d'un agriculteur. Et la commune a été condamnée. Donc là, vous avez toute une panoplie, effectivement, forcément la lutte contre les catastrophes naturelles, la lutte contre les épidémies, hein, on est en plein dedans. Alors on va voir, je ferai un petit mot sur la crise sanitaire parce qu'il y a des prérogatives spécifiques qui ont été prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Donc là, ce sont vos pouvoirs de police générale. Parfois, vous avez ce qu'on appelle des pouvoirs de police spéciale. Pourquoi spéciale? Parce qu'elles vont s'appliquer à une catégorie spécifique de situations. Et des fois, c'est vous qui avez ce pouvoir de police spéciale, et des fois, c'est le préfet. Alors, des fois, vous pouvez cumuler à la fois le pouvoir de police générale et le pouvoir de police spéciale. Simplement, si vous vous retrouvez dans une situation de police spéciale, il faudra utiliser ce pouvoir de police spéciale. Pour vous donner un exemple, police des immeubles menaçant ruine. La police des immeubles menaçant ruine, ça relève effectivement de la police spéciale. Mais la police des immeubles menaçant ruine, quand je vous disais que les juristes, on aimait couper les cheveux en quatre, ben là c'est l'illustration totale. La police des immeubles menaçant ruine, donc votre pouvoir de police spéciale, il ne s'applique que si la cause de la ruine trouve son origine dans une cause qui est interne à l'immeuble. Par exemple, un défaut d'entretien de l'immeuble, et bien là, effectivement, c'est le pouvoir de police spéciale. Par contre, si c'est une cause qui est externe à l'immeuble, par exemple une catastrophe naturelle, là, c'est le pouvoir de police générale qui s'applique. Et les procédures ne sont pas les mêmes. Pour vous donner un exemple concret, ça se passe dans une commune de l'Isère, route grande agglomération. Vous avez une maison du centre-bourg qui prend feu. Les pompiers interviennent, finissent par neutraliser l'incendie,
Mais lorsque l'incendie est neutralisé, il reste un pan de mur de la maison qui risque à tout moment de s'effondrer. Qu'est-ce que vous faites? Le maire prend un arrêté donnant l'ordre de faire tomber le pan de mur qui reste. Le propriétaire rentre chez lui, plus de maison, pas content. Et il actionne la responsabilité de la commune. Sur quel fondement? En disant, monsieur le maire, vous avez utilisé votre pouvoir de police générale pour faire détruire le mur. Or, l'enquête a permis d'établir que l'incendie a été causé par une cause qui était interne à l'immeuble, puisque c'était mon circuit électrique qui était défectueux. Donc, vous auriez dû utiliser votre pouvoir de police spécial. Vous ne l'avez pas utilisé, vous n'avez pas respecté la procédure. J'ai subi un préjudice, je demande réclamation de mon préjudice. Alors, ce n'est pas le maire personnellement qui était poursuivi, c'était la commune à qui on demandait des dommages et intérêts. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, donnent raison à l'administré. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 10 octobre 2005, je vous rassure, a donné raison à la commune avec une précision importante. L'exercice du pouvoir de police spéciale ne désigne pas le titulaire du pouvoir de police générale en cas de péril grave et imminent. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation de péril grave et imminent, vous n'avez pas à vous tortiller l'esprit de quelle procédure vous devez appliquer. Le pouvoir de police générale s'applique dès lors qu'on est dans cette situation vraiment exceptionnelle de péril grave et imminent. Donc, comme je le disais, dans certaines situations, vous cumulez les deux pouvoirs, mais dans d'autres, vous allez être en concurrence avec le préfet. Parce que vous avez le pouvoir de police générale, mais par contre, le pouvoir de police spéciale, il appartient au préfet. Et un exemple très concret, c'est la situation des urgences sanitaires. Hors urgence sanitaire, le maire a l'obligation d'intervenir pour tout ce qui concerne les épidémies. Vous avez une ordonnance du Conseil d'État qui a été rendue en mars 2020, avant que l'état d'urgence s'applique. Et là, effectivement, le Conseil d'État avait dit que le maire avait l'obligation d'intervenir. Par contre, pendant l'état d'urgence sanitaire, donc pour l'instant jusqu'au 10 juillet 2020, eh bien, il y a un régime spécifique qui s'applique avec le pouvoir de police spéciale qui appartient à l'État et donc aux représentants de l'État, au préfet. Et le maire, ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il peut intervenir. Donc le maire, là vous avez une ordonnance du Conseil d'État du 17 avril 2020 qui concernait le maire de Sceaux qui avait par exemple voulu imposer le port des masques dans les rues de sa commune pendant le confinement. Et le Conseil d'État a considéré que le maire ne pouvait pas prendre un tel arrêté parce que ça relevait de la compétence de l'État et que le maire, s'il voulait durcir le dispositif de l'État, il devait pouvoir justifier de circonstances propres à la commune qui rendent indispensables de manière impérieuse les mesures de police spécifiques. Et d'autre part, les arrêtés municipaux ne doivent pas nuire à la cohérence des mesures prises dans l'intérêt de la santé publique par les autorités sanitaires compétentes. Alors depuis, la situation a un peu évolué par rapport au masque, parce que avec la levée du confinement, par exemple, avec la levée du confinement, la législation a évolué. Vous savez que notamment le masque est obligatoire dans les transports en commun. Le préfet peut les imposer aussi dans les jardins publics. Donc là, vous avez un tribunal administratif qui a refusé de suspendre un arrêté d'un maire qui avait imposé le port du masque depuis la levée du confinement. Donc là, c'est vraiment une appréciation qui se fait au cas par cas. L'Observatoire SMAC, on a recensé plus d'une trentaine d'arrêtés municipaux qui ont fait l'objet de référés pour être suspendus. Il y en a à peu près les 2/3 qui ont été suspendus. En ce moment, c'est notamment les arrêtés de maires qui avaient pris des arrêtés pour maintenir fermées les écoles, malgré la levée du confinement. Là, systématiquement, pour l'instant, tous les arrêtés qui ont été déférés en justice ont été suspendus parce que le juge estime que le droit à l'éducation prime et les maires ont l'obligation de réouvrir les écoles.
Au niveau des règles de compétence, le pouvoir de police est une compétence propre du maire. Ce n'est pas une compétence qui vous est déléguée par le conseil municipal. Vous savez, vous avez un certain nombre de prérogatives qui peuvent vous être déléguées par le conseil municipal. Là, le pouvoir de police, c'est un pouvoir qui appartient en propre au maire, sur lequel le conseil municipal n'a pas à interférer. Vous n'avez pas à faire délibérer le conseil municipal si vous prenez un arrêté. Ça serait même jugé illégal. C'est vraiment une prérogative qui appartient en propre au maire. Vous pouvez déléguer vos fonctions à un adjoint et vous pouvez aussi déléguer votre signature à certains fonctionnaires. Déléguer vos fonctions à un adjoint et vous pouvez aussi le déléguer, j'ai oublié de le préciser, à un conseiller municipal. Et depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, il n'est plus nécessaire que tous les adjoints aient une délégation pour que vous puissiez accorder une délégation à un conseiller municipal. C'est-à-dire que vous pouvez désormais accorder une délégation à un conseiller municipal, même si tous les adjoints n'ont pas de délégation. Attention, la délégation doit prendre la forme d'un arrêté. S'il n'y a pas d'arrêté, la délégation n'existe pas. Et tous les actes pris par l'adjoint n'existent pas juridiquement, ce qui peut poser problème. D'accord ? Alors, une question qui a été posée, c'était de savoir, est-ce que lorsque vous désignez un adjoint, et que vous déléguez un adjoint, est-ce que vous transférez la responsabilité qui va avec? Alors, si on faisait un petit sondage, je pense que vous répondriez peut-être non. Pourquoi? Parce que le Code général des collectivités territoriales nous dit quoi? Le Code général des collectivités territoriales nous dit que les délégations sont exercées sous la surveillance et sous la responsabilité du maire. Oui, mais ça, c'est le Code général des collectivités territoriales. Et les juridictions pénales, elles appliquent quoi? Elles appliquent une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui prévoit qu'il y a transfert de responsabilité si celui qui reçoit la délégation a l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir sa mission. Autorité, compétences et moyens. Ces trois critères sont cumulatifs. Si ces trois critères cumulatifs sont réunis, il y a transfert de responsabilité pénale de la tête du maire sur la tête de l'adjoint ou du conseiller délégué. Si l'un de ces critères fait défaut, par exemple si le maire, parce que ce n'est pas parce que vous déléguez vos fonctions à un adjoint que vous ne pouvez plus intervenir. C'est la différence avec les délégations de pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien déléguer vos fonctions à un adjoint et prendre vous-même des décisions dans le domaine que vous avez délégué à l'adjoint. Mais à ce moment-là, c'est vous qui engagez votre responsabilité. Par contre, si l'adjoint a l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir sa mission, et ce qui ne nous empêche pas d'exercer un pouvoir de surveillance, hein, mais dès lors qu'il agit en relative autonomie, eh bien là, il y a plus de chances que le juge considère que ce sera lui qui sera responsable si jamais il y a un problème. Pour vous donner un exemple, c'est l'arrêt de la Chambre criminelle du 4 septembre 2007. Les faits sont les suivants, ça se passe dans le nord de la France. Une commune qui organise des festivités pour la fête de la musique. Vous vous souvenez, c'est la fête durant laquelle on avait le droit d'être serrés tous ensemble et être côte à côte. Bon, j'espère qu'on pourra y revenir l'année prochaine. Cette année, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais au moins l'année prochaine. Et donc là, il y avait, dans cette commune du nord de la France, ils organisaient une soirée techno pour les jeunes. Bon, alors, qui dit soirée techno dit un peu de bruit, qui dit un peu de bruit dit riverain pas content, qui dit riverain pas content dit plainte pour tapage nocturne. Plainte pour tapage nocturne qui est dirigée contre qui? Contre l'adjoint aux affaires culturelles. Et l'adjoint aux affaires culturelles, pour sa défense, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, monsieur le juge, je ne comprends pas pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Je suis titulaire d'une délégation de fonction qui, nous dit le Code général des collectivités territoriales, est exercée sous la responsabilité du maire. S'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas moi, suivez mon regard. Alors, vous noterez au passage que lorsqu'il y a des poursuites pénales, les majorités municipales peuvent avoir tendance à se fragiliser. Le système de défense de l'un pouvant consister à refiler plus ou moins directement la patate chaude aux voisins. Alors, j'ouvre une parenthèse à ce sujet sur les contrats d'assurance. Vous avez certaines compagnies, en tant qu'élu, vous avez tout intérêt à souscrire une assurance personnelle qui vous couvre dans l'exercice de vos fonctions, parce que vous pouvez engager votre patrimoine personnel.
Ce n'est pas votre assureur vie privée qui vous couvrira. Donc la SMAC vous propose ce type de contrat. Vous avez certaines compagnies d'assurance qui proposent au maire d'assurer sur son contrat l'ensemble de l'équipe municipale. C'est plutôt attrayant de prime abord. Sauf qu'en pratique, ça peut conduire à être très dangereux à l'usage. Pourquoi? Parce que d'abord, dans une même affaire, vous pouvez avoir plusieurs élus qui vont être poursuivis. Donc le plafond de garantie risque d'être divisé par le nombre d'élus qui sont poursuivis pour la même affaire. D'autre part, on le voit avec cet exemple, le système de défense d'un élu peut consister à refiler la patate chaude aux voisins. Ça veut dire que si un maire souscrit ce type de contrat, dans le cas que j'ai cité, ça voudrait dire que le maire paye la défense de quelqu'un qui, à la barre du tribunal, vient le charger. Plutôt gênant. D'autre part, au sein de la majorité municipale, il peut y avoir des tensions et des conflits entre élus d'une même majorité. J'ai déjà vu passer des articles dans la Nouvelle République, dans les Deux-Sèvres, où dans certaines communes, c'est déjà très tendu, alors que les conseils municipaux sont à peine installés. Donc, tout ça pour dire que cette technique de proposer au maire d'assurer sur son contrat l'ensemble de l'équipe municipale, ça peut être attrayant, mais à l'usage, ça peut être très dangereux. Donc, il vaut mieux que chacun souscrive son contrat personnel, quitte à, après, si vous êtes plusieurs à souscrire, à obtenir un tarif groupe. Bon, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que répond la Cour de cassation dans cette affaire à l'adjoint? Elle dit, si, monsieur l'adjoint, c'est bien vous qui êtes responsable, parce que vous avez l'autorité, les compétences et les moyens pour accomplir votre mission. Autorité, compétences et moyens, et donc vous engagez votre responsabilité. Donc dans ce cadre-là, il y a eu transfert de responsabilité pénale de la tête du maire sur la tête de l'adjoint. Votre pouvoir de police s'exerce sur les voies communales, y compris sur les chemins ruraux, les routes départementales en agglomération, Bossé-Vitré, chez moi, là, Bossé, c'est une route départementale qui passe le bourg. En agglomération, le pouvoir de police, c'est de la compétence du maire, et non pas du département. Le département est compétent pour l'entretien de la voirie, mais au niveau du pouvoir de police, c'est bien le maire qui est compétent. Et le maire est également compétent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique dès lors que les propriétaires ne s'opposent pas à cette circulation publique. D'accord? Donc, une voie privée, par exemple, ça peut être la voie d'un lotissement privé qui fait la jonction entre deux voies publiques. Les usagers passent par cette voie. Les propriétaires du lotissement ne s'y opposent pas. Eh bien, il s'agit d'une voie privée ouverte à la circulation publique. Donc, par exemple, très concrètement, le maire peut imposer un sens de circulation sur cette voie, bien qu'elle soit privée, parce qu'elle est ouverte à la circulation publique. Un point très important en matière de police, le panneau qui matérialise la mesure de police, c'est bien, mais ça ne suffit pas en soi. C'est-à-dire que vous devez chaque fois avoir un arrêté qui correspond. Vous avez par exemple plusieurs PV qui ont sauté dans des villes qui imposaient le stationnement payant parce qu'il n'y avait pas d'arrêté de police. Il y avait bien les panneaux qui imposaient le stationnement payant dans la rue en question, il n'y avait pas d'arrêté de police correspondant. Et donc, vous avez des procéduriers qui ont fait sauter les PV comme ça. Donc, un arrêté de police, c'est un panneau pour matérialiser effectivement la mesure, mais c'est aussi un arrêté. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'assurance fonctionnelle. J'en dirai quelques mots tout à l'heure parce qu'il faut bien prendre conscience que la protection qui est due par la commune, effectivement, au titre de l'assurance fonctionnelle, ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, elle ne recouvre pas toutes les situations. En fait, tout dépend du type de faute qu'on reproche à l'élu. Ça fait l'objet d'un module spécifique sur la responsabilité où j'aborde cette question. Je crois que, il me semble que dans les Deux-Sèvres, c'est prévu qu'on doit intervenir sur le sujet. Donc, on arrive à ce que disait tout à l'heure Julien, c'est sur les transferts de pouvoir de police du président de l'EPCI. Là, il s'agit des EPCI à fiscalité propre, par exemple d'une communauté de communes. Lorsque cet EPCI exerce une compétence, le pouvoir de police du maire corrélatif est également transféré dans les domaines suivants. Donc, il ne s'agit pas de transférer le pouvoir de police si la Comcom n'exerce pas la compétence, mais dès lors que la Comcom exerce la compétence, effectivement, il y a transfert automatique des pouvoirs de police dans certains domaines. Police de l'assainissement, collecte des déchets ménagers, accueil et habitat des gens du voyage,
circulation et stationnement, délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux taxis, police des établissements recevant du public, sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation, immeubles menaçant ruine, et accueil et habitat des gens du voyage. Donc, dans tous ces domaines, dès lors que c'est la Comcom qui exerce la compétence, il y a transfert des pouvoirs de police, automatique. Mais, comme le disait tout à l'heure Julien, dans les 6 mois qui suivent l'élection du président de la PCI, vous avez le droit de faire opposition à ce transfert de pouvoir de police. Donc là, on va rentrer effectivement dans la période où vous pourrez exercer cette compétence, ce droit d'opposition. Alors, j'attire votre attention. Avant d'exercer ce droit d'opposition, il faut quand même réfléchir si vous souhaitez l'exercer, parce que ça veut dire que derrière, c'est vous qui engagerez la responsabilité, votre responsabilité, alors que la compétence, elle est exercée par la Comcom. Ça veut dire que si vous conservez le pouvoir de police, si vous décidez de vous opposer au transfert de pouvoir de police, ça veut dire que vous allez retrouver dans la situation suivante où la compétence est exercée par la Comcom, mais vous voulez garder le pouvoir de police et donc vous pouvez engager la responsabilité de la police alors que vous n'avez pas toutes les cartes en main puisque la compétence est exercée par la Comcom. D'autre part, autre paramètre à prendre en compte, c'est si vous décidez d'exercer votre opposition, à ce moment-là, ça ouvre la possibilité au président de l'EPCI de dire puisque sur la commune de Sainte-Néomée, le maire a décidé de refuser le transfert des pouvoirs de police, eh bien moi, je refuse d'exercer mon pouvoir de police pour toutes les communes membres de la Comcom. D'accord? Donc, vous avez un pouvoir d'opposition, mais ce pouvoir d'opposition peut aussi avoir des incidences sur l'ensemble des communes membres si le président de l'EPCI décide, du coup, de ne pas l'exercer pour l'ensemble des communes membres. Là, c'était des transferts automatiques. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle aussi des transferts optionnels. Et pour le coup, il faudra l'unanimité des maires des communes membres, pour une communauté de communes. Dans quel domaine? Sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements communautaires, défense extérieure contre l'incendie, et depuis la loi du 10 février 2020, donc c'est nouveau, la loi économie circulaire, pouvoir de police relatif aux abandons de déchets et dépôts sauvages. Donc dans ces 3 domaines, pour le coup, ce n'est plus automatique, c'est optionnel. Vous pouvez, à l'unanimité des membres de la Comcom, décider que les pouvoirs de police correspondants seront exercés par le président de l'EPCI. Article L5211-9-2 du CGCT. Le préfet dispose d'un certain nombre de prérogatives. Notamment, il peut vous mettre en demeure d'exercer votre pouvoir de police s'il estime que vous ne l'avez pas fait. Et si vous n'obtempérez pas, eh bien, le préfet peut prendre en votre lieu et place les pouvoirs de police que vous n'avez pas exercés, après mise en demeure infructueuse. Et à ce moment-là, le préfet n'engage pas la responsabilité de l'État, il engage la responsabilité de la commune puisqu'il agit en lieu et place du maire. D'accord ? C'est un peu comme on l'a vu tout à l'heure, vous aviez un certain nombre de prérogatives pour un administré qui ne veut pas obtempérer, vous pouvez le mettre en demeure et agir à sa place s'il n'obtempère pas en la mise en demeure. Mais là, c'est le même mécanisme, sauf que c'est le préfet qui dispose de cette prérogative à votre égard. Bon, chaque fois que ça dépasse la compétence d'une commune, eh bien, ça relève du préfet. Par exemple, les arrêtés de restriction d'eau, c'est préfectoral. Bon, peut-être que cette année, on va y échapper. Avec le printemps pluvieux et le mois de juin pluvieux qu'on a eu, peut-être que cette année, on va échapper aux restrictions d'eau. On peut l'espérer. Mais vous ne pouvez pas, à ce sujet, vous pouvez, circonstances locales l'exigent, alourdir le dispositif pris au niveau national ou départemental. Par contre, vous ne pouvez jamais l'alléger. Vous ne pouvez jamais assouplir un dispositif pris au niveau national. Par exemple, vous ne pourrez pas dire si le préfet des Deux-Sèvres prend un arrêté de restriction d'eau pendant cet été parce que finalement, il y a eu un épisode caniculaire et toutes les réserves d'eau constituées se sont asséchées. Vous ne pouvez pas dire, moi, ma commune n'est pas concernée, dans ma commune, je décide que les propriétaires peuvent continuer à utiliser l'eau. Non. Par contre, s'il existe des circonstances locales particulières et par exemple une mesure des conditions particulières
plus grave sur votre commune, vous pourriez décider de l'alourdir, à condition de le justifier. Le préfet, il intervient également dans les situations où des fois il y a des conflits entre maires. Pour vous donner un exemple, ça se passe pas dans les Deux-Sèvres, ça se passe dans les Yvelines. C'était deux maires de communes qui étaient riveraines et qui étaient de bords politiques différents et qui ne s'entendaient pas du tout. Et le maire de la commune A, alors il y avait une rue qui desservait les deux communes. Et donc à un moment, il y avait le panneau d'agglomération qui délimitait le territoire, évidemment, entre les deux communes. On était en zone urbaine. Et donc le maire de la commune A avait pris un arrêté imposant un sens de circulation à sens unique sur cette commune, sur cette voie. Et le maire de la commune B avait pris aussi un arrêté imposant un sens unique, mais dans l'autre sens. Alors forcément, à la jonction des deux communes, ça posait problème. Ben là, c'est le préfet qui a arbitré. Alors, une mesure de police, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure restrictive des libertés. C'est-à-dire que quand vous prenez une mesure de police, ça restreint la liberté des administrés. Dans un état de droit, la liberté est la règle, la restriction, l'exception. Et ça entraîne un certain nombre de conséquences. Tout d'abord, toute restriction en liberté doit faire l'objet d'un arrêté motivé. Lorsqu'il y a un exercice à faire, si, lorsque vous prenez un arrêté, vous avez du mal à motiver votre arrêté, posez-vous la question de savoir si votre arrêté est pertinent. Parce que si vous avez du mal à le motiver, c'est que peut-être cet arrêté n'est pas pertinent. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, vous devez poursuivre un but légitime. But légitime, c'est quoi? Eh bien, c'est les buts que vous pouvez poursuivre dans l'exercice de vos pouvoirs de police. Il n'y en a pas 36. C'est assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans la commune. Et le Conseil d'État a rajouté que vous pouvez également exercer votre pouvoir de police pour assurer le respect de la dignité humaine. Vous avez aussi la protection de l'environnement, qui fait partie du domaine légitime. Le respect de la dignité humaine, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont plus anciens comme moi, à une époque, il y avait des spectacles itinérants qui consistaient à des spectacles de lancer de nains. Et vous aviez certains maires qui avaient pris des arrêtés interdisant la tenue de ces spectacles sur leur commune, estimant qu'ils étaient contraires à la dignité humaine. Le Conseil d'État leur a donné raison, c'est-à-dire en disant le maire peut utiliser son pouvoir de police, effectivement, dans ce but-là. Troisième question que vous devez vous poser. Est-ce que je peux aboutir au même résultat avec des mesures de police qui sont moins restrictives des libertés? C'est ce qu'on appelle le contrôle de proportionnalité. Ce contrôle de proportionnalité, il va être effectif, il va être aussi contrôlé par le juge. Il va vérifier que la mesure que vous prenez, elle n'est pas disproportionnée. Par exemple, pour tous les arrêtés qui ont été pris pour limiter la propagation du Covid-19 par certains maires, il y a un contrôle de proportionnalité qui est fait par le juge pour voir si la mesure de police qui est prise par le maire, elle est proportionnée ou non. Et si le juge estime qu'elle n'est pas proportionnée, ben l'arrêté sera, s'il a fait l'objet d'un référé, suspendu, et puis dans un second temps, il sera invalidé. Pour vous donner un exemple, c'était le maire d'une commune qui avait pris un arrêté obligeant les commerçants qui venaient faire le marché, il avait obligé ces commerçants à peindre leur véhicule aux couleurs de la commune. Bon, le juge a estimé que c'était un peu disproportionné. Et donc, l'arrêté a été invalidé. Le juge vérifiera aussi que vous n'avez pas commis de détournement de pouvoir. Pour vous donner un exemple, vous aviez un maire qui avait pris un arrêté ordonnant la fermeture d'un établissement recevant du public en invoquant des motifs de sécurité. Or, en creusant un peu, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout pour des motifs de sécurité que le maire avait fermé l'établissement recevant du public. C'est parce que il s'agissait d'un fonds de commerce qui était concurrent à celui de son épouse. Et donc le maire avait voulu tout simplement éliminer un concurrent. Ben là, on est dans le détournement de pouvoir manifeste, et donc l'arrêté forcément est annulé. Vous ne pouvez pas prendre de mesures d'interdiction générale absolue.
la mesure de police doit toujours être limitée et circonscrite. Attention à ça. Vous ne pouvez pas, par exemple, interdire la circulation sur tous les chemins ruraux de votre commune. Ce n'est pas possible. Ça serait considéré comme une mesure générale absolue. Donc là, vous devez toujours motiver votre arrêté en le limitant et en le limitant dans le temps et dans l'espace. Par exemple, vous pouvez très bien prévoir un arrêté qui interdit la circulation sur les chemins ruraux, notamment des quads, sur une portion qui fait l'objet d'un chemin de randonnée. Bon, par exemple, nous, à Bossé, on a un chemin qui est utilisé pour faire la jonction entre Bossé et la Couarde. Donc, il y a pas mal de promeneurs. Le maire pourrait être en droit, effectivement, s'il y a beaucoup de promeneurs, de restreindre la circulation des véhicules à moteur sur cette portion-là. Mais il faut que ce soit sur une portion réduite et motivée pour des raisons précises de sécurité. Alors, en termes de responsabilité, la plupart du temps, c'est la collectivité qui va être responsable, dès lors qu'il s'agit d'une faute de service. Par contre, vous pouvez engager votre responsabilité personnelle si vous avez commis une faute personnelle. C'est pour ça qu'il est important d'être assuré, sachant que la faute personnelle, alors là, je n'ai pas le temps de développer, mais retenez une chose, c'est que la faute personnelle, ce n'est pas nécessairement une faute intentionnelle. Et d'autre part, la faute personnelle, ce n'est pas non plus nécessairement le cas où vous avez recherché un intérêt personnel. Donc, on peut très facilement glisser de la notion de faute de service à la notion de faute personnelle. Et dans un cas, c'est la collectivité qui est responsable, et dans l'autre, c'est vous. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'être personnellement assuré. Alors, il y a des causes. Là, vous pouvez également, éventuellement, engager votre responsabilité pénale pour homicide et blessures involontaires. Pour vous donner un exemple, il y a eu le cas, par exemple, d'un maire qui était poursuivi. C'était pour un exemple concret dans le cadre du pouvoir de police. Vous aviez un plan d'eau qui était chaud. Plan d'eau jeune qui s'était... Ils ont passé une soirée un peu arrosée et puis ils décident de piquer une tête dans le plan d'eau. Et l'un des participants a plongé la tête la première sans voir un muret qui se cachait sous l'eau. D'accord ? Et malheureusement, s'est grièvement blessé et est devenu tétraplégique. Il y a une plainte au pénal qui a été poursuivie contre le maire qui a été nouvel élu. Le maire a été poursuivi, le maire a été condamné. Pourquoi il a été condamné ? Parce qu'on lui reproche de ne pas avoir signalé aux usagers la présence de ce muret qui ne se voyait pas lorsqu'on était hors de l'eau. On est bien d'accord qu'à 11 h du soir, avec je ne sais plus combien de grammes d'alcool dans le sang, ça n'aurait pas nécessairement dissuadé la victime de plonger. Mais ça aurait suffi pour dégager le maire de sa responsabilité. Pourquoi je vous cite cet exemple ? Parce qu'en fait, il y avait eu un premier accident une semaine avant. Et le maire avait été aussi poursuivi pour ce premier accident qui était survenu cette fois 2 jours à un enfant. Et le jugement, en l'espèce, se prononçait sur les 2 affaires. Et le maire a été relaxé pour le premier accident, qui est survenu 2 jours à un enfant, parce que c'était un nouvel élu et il ne connaissait pas l'existence de ce muret. Et donc là, le maire a été relaxé pour ce premier accident. Par contre, pour le deuxième accident qui est survenu une semaine plus tard, là, le juge a considéré que le maire ne pouvait plus dire qu'il ignorait l'existence du muret. Et donc, il a eu un temps suffisant pour réagir et pour signaler la présence de ce muret. Non, d'accord ? Donc, vous voyez que le raisonnement du juge, il est là. Dans le premier cas, il y a relax parce que le maire ne connaissait pas l'existence de ce muret. Par contre, pour le deuxième accident qui est survenu une semaine plus tard, là, la responsabilité du maire est retenue. Dans les causes d'exonération possibles, il y a la faute de la victime, usage non conforme d'un ouvrage public. Par exemple, vous avez une commune sociétaire de la SMAC dont la responsabilité était recherchée pour des faits suivants. Vous aviez des adolescents qui s'étaient introduits de nuit
dans l'école de communale qui était monté sur le toit, qui s'était assis sur un hublot de toit et était passé à travers. Et les parents avaient recherché la responsabilité de la commune. Qui a répondu le juge? Eh bien, le juge a répondu non, pas de responsabilité de la commune parce qu'il y a eu un usage non conforme d'un ouvrage public. Le toit d'une école, c'est pas fait pour monter dessus. Un hublot de toit, c'est pas fait pour s'asseoir dessus. Et donc, la responsabilité de la commune n'a pas été engagée. D'autre part, une petite phrase à vous répéter lorsque vous avez un coup de stress. À l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Et ça a une traduction juridique. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'impossible. Deux exemples. Ça se passe, ça ne s'invente pas, un 1er avril, quai du Gardon à 7. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un 1er avril, quai du Gardon? Vous avez une voie en cours de réfection, avec des gravillons sur la chaussée, une automobiliste qui arrive un peu vite, qui glisse sur les gravillons, elle fait une queue de poisson, et son véhicule se retourne. Et elle recherche la responsabilité de la commune en disant « il n'y avait pas de panneau informant de la présence de gravillons sur la chaussée, donc la commune est responsable ». Que répond le juge? À l'impossible, nul n'est tenu. Pourquoi? Parce que l'enquête a permis d'établir qu'il y avait bien un panneau, mais qu'il avait été renversé par un véhicule qui précédait la victime. Donc les services techniques de la commune n'ont pas eu le temps matériel de venir intervenir pour mettre en place le panneau. Donc la responsabilité de la commune n'est pas engagée. Autre exemple. Des plaisantins s'amusent de nuit à placer du mobilier urbain sur la chaussée. Très intelligent. À 3 h du matin, accident de la circulation. Et comme on ne connaît pas les fauteurs de troubles, qui c'est qu'on recherche en responsabilité? La commune. Que répond le juge? À l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, la responsabilité de la collectivité n'est pas engagée. Parce qu'à 3 h du matin, la veille, il n'y avait rien sur la chaussée, les services techniques n'avaient rien remarqué, et pour cause, le mobilier urbain a été placé de nuit. Donc, la commune n'a pas eu le temps matériel d'agir, le maire n'allait pas venir faire la circulation en pyjama à 3 h du matin, et donc la responsabilité de la commune n'est pas retenue. Par contre, dans un autre cas où un panneau stop avait été vandalisé, ça faisait 2 jours qu'elle avait été vandalisée, il y a eu un accident de la circulation parce qu'un véhicule n'a pas marqué le stop, et là, pour le coup, la responsabilité de la commune a été retenue parce que 2 jours, c'était un délai suffisant. Donc là, vous voyez que le juge administratif, pardon, c'est une appréciation au cas par cas et il va regarder le délai dans lequel vous avez eu ou non le temps d'agir et de réagir. Si vous n'avez pas eu le temps d'agir, votre responsabilité ne sera pas engagée. Si vous avez eu le temps d'agir, votre responsabilité et ou celle de la commune pourra être engagée. Et on a vu avec l'exemple du plan d'eau que le juge pénal suit un peu le même raisonnement. La première fois, le maire est relaxé parce qu'il n'avait pas connaissance de l'existence du muret. Par contre, pour le deuxième accident qui est survenu une semaine plus tard, là pour le coup, eh bien, la responsabilité du maire a été retenue. Et donc ça, il y a un élément de prévention à en dégager. C'est chaque fois que vous avez connaissance d'un danger, ne tardez pas pour réagir. Ne tardez pas pour réagir, il faut réagir rapidement, n'attendez pas l'accident pour réagir. Parce que sinon, ça pourrait vous être reproché. Alors, vous ne pouvez pas faire tout de suite, d'accord? Mais il y a des mesures compensatoires que vous pouvez prendre. Si je reprends l'exemple de mon plan d'eau, peut-être qu'il fallait détruire le muret. Ça prend un certain temps. Mais il y a une mesure immédiate qui peut être prise, c'est signaler la présence du muret. Et ça, il n'y a pas besoin de travaux conséquents et un budget conséquent. D'autre part, pour tout ce qui a besoin de budgéter et d'entrer dans un programme un peu plus long, ben, il faut rentrer dans un programme d'action pour montrer au juge que vous avez pris les dispositions pour y remédier. D'accord? Donc là, c'est important. Engagez-vous dans un programme d'action avec un suivi de ce programme d'action. J'insiste sur l'importance d'un contrat d'assurance personnelle. Donc là, c'est le contrat, les différentes garanties qui vous sont proposées. La protection juridique, ça va être la défense vous devez payer un avocat pour vous défendre. Là, la protection juridique. La responsabilité civile personnelle, c'est très important parce que vous pouvez engager votre patrimoine personnel dans l'exercice de vos fonctions pour indemniser une victime. Donc là, c'est très important d'avoir cette garantie. La garantie individuelle accident, c'est en principe, lorsque vous êtes victime d'un accident dans l'exercice de vos fonctions, ce n'est pas à vous de payer, c'est à la commune qu'il revient de vous indemniser, mais la commune peut vous opposer une faute pour limiter votre droit d'indemnisation.
Donc la garantie individuelle accident, elle viendra en complément de ce qui ne nous a pas été versé. Après, donc ça, c'est les garanties de base fondamentales. Après, vous avez des garanties annexes qui sont également intéressantes. Là, ce sont pour ceux qui travaillent dans le privé, l'interruption professionnelle d'activité si vous êtes mobilisé sur une crise à gérer dans votre commune. La reconstitution d'image, si vous avez fait notamment l'objet de calomnie dans l'exercice de vos fonctions. Information juridique, ça peut être intéressant, en plus de l'information qui peut aussi vous être délivrée par l'Association des maires. L'assistance psychologique, assistance aux personnes, qui est assurée, vous connaissez sans doute par IGMA, intermutuelle assistance, puis veille d'actualité juridique et de jurisprudence. Attention, la cotisation doit être payée sur vos deniers personnels. Et autre élément très important, c'est qu'une mise en cause peut intervenir longtemps après l'expiration de votre mandat. Pour vous donner un exemple, le point de départ de la prescription, ce n'est pas le jour où vous prenez une décision, c'est le jour où cette décision a des conséquences dommageables. Si on prend l'exemple des inondations de Vaison-la-Romaine qui a été jugée dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, qui c'est qui avait été recherché en responsabilité? C'était le préfet. Le préfet, parce que les permis de construire avaient été délivrés avant les lois de décentralisation, les lois de Fer de 82. Et donc, c'est le préfet qui avait été mis en examen. Quand il a été mis en examen, il avait plus de 80 ans. Ça fait longtemps qu'il était à la retraite. Mais c'est lui qui avait délivré les permis de construire, donc c'est lui qu'on est venu rechercher en responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez prendre une décision aujourd'hui, vous finissez votre mandat, tout s'est très bien passé. Est-ce que pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir rechercher votre responsabilité après? Ben non, parce que 10, 15 ans plus tard, il peut y avoir un problème. Et à ce moment-là, la question c'est, est-ce que vous êtes toujours couvert par votre contrat d'assurance? Eh bien, je peux vous répondre que pour la plupart des contrats, non. Non, parce que les contrats d'assurance, en général, ils prévoient ce qu'on appelle une garantie subséquente de 5 ans. Donc, vous êtes couvert pendant 5 ans, mais au-delà de 5 ans, vous n'êtes plus couvert. Donc, c'est pour ça que la SMAC propose un contrat qui, quelle que soit la date de réclamation de la victime, jouera dès lors que le fait générateur rentre dans la période de garantie, donc pendant votre mandat. Si vous avez été assuré pendant tout votre mandat à la SMAC, eh bien, quelle que soit la date de réclamation de la victime, votre contrat d'assurance continuera à jouer. Si vous voulez des informations complémentaires sur le site de l'Observatoire sur le sujet, vous avez une foire aux questions qui vous est proposée, qui vous permettra d'avoir des éléments complémentaires. Vous avez également sur le site de l'Observatoire différentes ressources qui vous sont proposées. Donc le site de l'Observatoire, il est en accès libre, n'hésitez pas à aller le consulter. Et vous pourrez télécharger gratuitement un certain nombre de publications. Alors là, le sujet n'était pas sur ce sujet-là, puisqu'on était sur le pouvoir de police, mais je vous invite vraiment, s'il n'y a qu'un document que vous devez lire, c'est ce guide-là sur la charte de l'élu local, mode d'emploi et bonnes pratiques. La charte de l'élu local, vous l'avez lue lors de l'installation du conseil municipal, mais il ne s'agit pas de la lire en ouverture, et puis de ne pas de la ranger dans un tiroir. Non, il faut l'appliquer tout au long de votre mandat. Et il y a beaucoup de pièges. Vous pouvez vous faire piéger bêtement dans l'exercice de vos fonctions, notamment et tout particulièrement sur la problématique des conflits d'intérêts. Alors, ça n'a rien à voir avec la problématique des pouvoirs de police, mais j'attire votre attention parce qu'il y a beaucoup d'élus, y compris en Deux-Sèvres, qui ont été poursuivis pour cette infraction de prise illégale d'intérêt. Donc, s'il n'y a qu'un document que je vous invite à lire, c'est celui-ci. Est-ce que sur la deuxième partie, vous avez des questions ? Non? Est-ce que j'étais à peu près clair? Bon, encore une fois, le but de cette intervention, ce n'était pas en aucun cas de vous faire peur. C'était d'attirer votre attention sur un nombre de points. On a vu que vous avez certaines prérogatives, vous avez certains pouvoirs qui vous sont attribués. Et en termes de responsabilité, je vous rassure, les chiffres de l'Observatoire permettent de prendre du recul. Le taux de mise en cause pénale des élus locaux, il reste très minime, c'est moins de 0,3%.
moins de 0,3%. Et on a vu avec les jurisprudences que j'ai évoquées que les juges font preuve de bon sens. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce qui vous permet d'exercer votre mandat en toute sérénité. Et là, vous faites preuve de bon sens. Donc, je vous souhaite une bonne mandature. J'espère que nous aurons l'occasion de nous voir physiquement, surtout qu'on n'habite pas loin les uns des autres, et que nous aurons l'occasion, grâce à l'Association des maires des Deux-Sèvres, d'intervenir physiquement devant vous. C'est prévu, Luc. J'ai Parfait. prévu de refaire appel à toi en ce début de mandature, donc il n'y a pas de souci. Pour revenir sur le document que tu évoquais là, sur la charte de l'élu local, qui est effectivement très bien fait, on vous l'enverra en même temps que le document support projeté ce soir. Donc on vous l'enverra, n'allez pas le chercher, on vous l'enverra à tous les participants exclusivement de ce soir. Merci à toi, Luc. Avant de vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, un petit rappel, mais je crois que la majorité, voire la totalité des personnes présentes ce soir sont inscrites. Les prochains rendez-vous donc sont la semaine prochaine sur la thématique du maire employeur, avec donc une personne de l'Association des maires de France et également le centre de gestion des Deux-Sèvres qui sera associé à cette intervention. Et les deux dernières interventions se tiendront du coup le 1er juillet, toujours en visio malheureusement, le 1er juillet et le 2 juillet respectivement sur les marchés publics et l'élaboration du budget. Voilà pour ces universités de maires. Voilà, oui, beau programme, qui s'achèveront sur ce premier semestre, et on reprendra vraisemblablement en présentiel, nous l'espérons, sur des universités au mois de septembre. Mais on vous redira tout ça d'ici là. Merci à vous, merci de votre attention et on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, messieurs, dames. Au revoir. Bon week-end et bon mandat. Au revoir. Au revoir. Au revoir.